say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour Vous êtes formidables pour une nouvelle histoire de vie. Ce matin, notre homme ce matin aime la couleur, il raffole des jeux de mots, il dit ne pas vendre des chaussettes mais élever des Josettes. Vous les avez sous le pied, Adrien Bischoff ? Bien sûr. On peut les voir ? Et je crois que vos comparses aussi ont joué le jeu ce matin. Ça ne rigole pas. Merci d'avoir en tout cas accepté notre invitation. Vous avez lancé donc cette marque de chaussettes Josette Éthique, une histoire que vous partagez avec Xavier Guignard de l'ONG Enfants du Mékong. Et vous avez tenu ce matin à mettre à l'honneur une autre association, Fratrie, portée par Emmanuel de Carayan. Bonjour à tous les trois avec vos chaussettes Josette Éthique. Alors Adrien Bischoff, vous avez posé vos valises dans notre région voilà maintenant 10 ans. Pourquoi votre choix s'est porté sur Saint-Malo ? Il est très simple. Je me suis marié avec une Malouine. Et quand elle m'a amené à Saint-Malo, je ne voyais pas d'autre endroit où on pouvait être plus heureux pour développer et créer une entreprise comme celle des Josettes. Et vous connaissiez la Bretagne avant de vous y installer ? Quelle image vous aviez de la Bretagne ? Je connaissais un petit peu, ouais, une belle région, des falaises, des marais, mais pas beaucoup plus que ça, des vacances petites, mais ça change vraiment d'y vivre. Est-ce que c'est facile de s'intégrer dans une région à la forte identité ? Oui, globalement oui. J'ai juste cette anecdote quand on a créé Josette et qu'on a ouvert le premier élevage de Josette au monde, les gens rentraient en disant « Vous êtes malouin ?» Parce qu'en plus à Saint-Malo, c'est encore peut-être plus exacerbé. Et j'avais donc voilà, je me disais, je leur répondais que j'étais marié avec une Malouine, alors ça donnait un pass quand même de OK, validé. Et vous vous sentez malouin aujourd'hui ? Ouais, je me sens malouin, je me sens breton, je me sens français, je me sens citoyen du monde. Emmanuel de Carayan, vous aussi, vous êtes malouin, c'est ça ? Je ne suis pas malouin. Je suis toulousain, je suis malouin depuis 6 ans maintenant. Et j'ai appris à découvrir cette belle région. J'y suis venu pour travailler et j'y suis resté pour entreprendre. Qu'est-ce qui fait le sel de Saint-Malo ? Qu'est-ce que vous appréciez au quotidien dans cette cité corsaire ? D'abord, Adrien Bischoff. Nous, on a vraiment la chance, d'avoir nos bureaux face à la mer. Et ça, c'est quand même une chance incroyable de pouvoir voir cette mer tous les jours face à nous. Donc c'est beaucoup les éléments, la nature, qui me plaît tout particulièrement. C'est chouette de vivre dans une ville où les gens aiment venir en vacances. Ouais, on a beaucoup d'amis qui habitent dans les grandes villes ou à Paris, qui sont très jaloux, évidemment, qui viennent eux en vacances quand nous, on part. Et du coup, on a beaucoup de chance. Mais aussi, je crois, c'est une ville qui est propice à l'entrepreneuriat. Adrien le démontre, mais c'est une ville qui se développe beaucoup et qui donne envie d'entreprendre. Et c'est quoi les petites habitudes de vie d'Adrien Bischoff dans la cité corsaire ? Les habitudes de vie, j'ai énormément de travail et aussi beaucoup de sport. J'aime courir et on a un cadre de jeu qui est assez incroyable à Saint-Malo, parce que j'y vis, mais partout en Bretagne. Alors on va parler chiffon, chaussettes, plus précisément. Chez Adrien Bischoff, on parle d'élevage. C'est tout un monde que vous avez créé. Ouais, on a envie de vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire ? Non, mais j'aimais bien l'idée de repenser tout un univers. J'aime le commerce, mais j'aime pas vendre. Et donc, ce qu'on travaille chez Josette, c'est particulièrement un moment, plus que des produits. Alors, effectivement, on vend des produits, on les veut de qualité, on les veut beaux, etc. Mais ce qu'on travaille tout particulièrement, c'est un moment incroyable qu'on a envie un peu hors du temps, et sur notre site web, dans nos élevages de Josette, et puis dans toute notre communication, où on veut un petit peu, en plus, tordre les mots. Une passion pour la volaille, en fait, qui se cache derrière tout ça. Peut-être faudrait voir avec mon psychanalyste, mais pas connu, reconnu. Est-ce que cet aspect créatif dont parle Adrien Bischoff, vous le constatez, vous, au quotidien, puisque vous êtes aussi ses amis ? Xavier Guignard ? Oui, moi je me souviens, le lancement de l'entreprise Josette Éthique, c'était toujours assez... on adorait aller voir le site internet, le blog, il y avait tout un tas de jeux de mots, chaque Josette a son nom, a son histoire. Ça, c'est quelque chose qui est assez incroyable dans cette histoire. C'est un peu loufoque, cet esprit créatif, Emmanuel de Carayan. Ouais, je trouve que ça lui ressemble bien. Et puis surtout, il a un côté où il ne se prend pas au sérieux, en fait. Et je trouve que Josette lui ressemble de ce point de vue-là. Bon, vous êtes un créatif, on vient de dire, au parcours aussi atypique. Parce qu'avant de vendre des chaussettes, vous étiez pompier. On s'est dit que c'était l'occasion de se rabibocher avec vos premiers amours. Et c'est pour ça qu'on retrouve Evan à l'Ermitage.
Oui, Anne Fante, je suis en compagnie de Lionel, qui est capitaine ici à l'école de formation des pompiers du 35. Bonjour Lionel, déjà. Bonjour. Vous êtes capitaine des sapeurs-pompiers volontaires pour le SDIS du 35. Vous allez nous faire une visite de cette école un peu particulière. Et comme tu le disais, l'idée c'est de mettre en avant le volontariat au sein des pompiers. Quelle est la part de pompiers volontaires au sein de vos effectifs ? Alors en France et en Ille-et-Vilaine, on est environ 80% de sapeurs-pompiers volontaires. Pour le reste, en sapeurs-pompiers professionnels et personnels de santé. Oui, donc il y a vraiment besoin de nouvelles recrues tout le temps. Alors on peut dire ça, on a besoin de recruter tout le temps, effectivement. Il faut renouveler les effectifs, il faut recruter en permanence parce que justement il y a du turnover, du roulement dans les casernes et on a vraiment besoin que la population s'implique dans le système de secours pour justement faire les effectifs de nos centres de secours. Alors quel va être le rôle d'un pompier volontaire ? Est-ce qu'il va vraiment faire tout, même monter à la grande échelle ? Alors, un sapeur-pompier volontaire est un sapeur-pompier. Donc, tous les sapeurs-pompiers sont potentiellement, peuvent potentiellement, en tout cas, faire tout type d'intervention. C'est lié en fait aux ressources et aux moyens qu'il y a dans chaque centre d'incendie de secours. Donc parfois il n'y a pas d'échelle, parfois il n'y a pas de véhicule de secours routier. Donc évidemment on ne va pas mettre la formation en face. Mais s'il y a, les sapeurs-pompiers volontaires sont formés comme n'importe quel autre sapeur-pompier à ces techniques-là. C'est essentiel pour pouvoir intervenir. Et alors c'est évidemment le but de cette école où nous nous trouvons, où il y a tout le matériel nécessaire pour la formation, notamment les fameux camions de pompiers. On va vous en faire visiter 2 en mode express. Et on commence avec le camion pour éteindre le feu. Il a un nom plus précis. Alors il a un nom, fourgon ponton, on dit FPT chez nous. Il y a une réserve d'eau à l'intérieur. Il y a évidemment tout le matériel pour éteindre les incendies. Il y a surtout un équipage adapté et formé, qu'il soit sapeurs-pompiers volontaires ou professionnels ou militaires, qu'on est sur des territoires militaires. Notre caméraman de l'extrême va vous montrer Et l'intérieur. on va pouvoir du voir camion. l'intérieur, effectivement. Donc, Alors pourquoi est-ce qu'on voit des masques à gaz ? C'est forcément c'est l'équipement, j'ai envie de dire, primordial quand on part en intervention. alors oui, ce ne sont pas des masques à gaz en fait, ce sont tout simplement des masques qui nous permettent d'apporter de l'air frais sur nos visages pour pouvoir respirer dans des milieux enfumés ou toxiques ou autres, en tout cas qui ne permettent pas de respirer correctement. Donc c'est de l'air tout simplement qui est compressé, qui est mis en bouteille et on le respire tout simplement. Et c'est lourd, et c'est notamment pour ça qu'on s'entraîne. On ira le voir tout à l'heure, à monter des étages dans une tour de démonstration, d'expérimentation. Mais je ne vous en dis pas plus, ce sera après. Là, c'est un camion, là, de plus pour les secours. Communément, c'est l'ambulance des sapeurs-pompiers. On appelle ça, nous, un véhicule de secours et d'assistance aux victimes. Et donc, à l'intérieur, on va retrouver tout le nécessaire pour pouvoir prendre en charge des victimes qui ont un besoin de secours urgent. Bon, nous, on a de la chance puisqu'on est en bonne santé. Et on visite ce camion en général. Quand on le voit, c'est que ça va pas trop. Exactement. Est-ce qu'il y a un engagement de temps quand on commence à vouloir devenir pompier volontaire ? Est-ce qu'on s'engage sur une durée ? Alors, l'engagement contractuel, il est de 5 ans. On dit que c'est un engagement quinquennal. On est sur la base du volontariat. Donc, l'idée, c'est de capter les gens déjà d'une part, et après de faire en sorte qu'ils puissent s'y plaire dans la structure, et puis évoluer, monter en grade, et puis dérouler leur carrière. Voilà, tout Et simplement. justement, est-ce que c'est un passage un peu obligé si on veut devenir pompier professionnel, pardon ? Alors, il y a beaucoup de sapeurs-pompiers professionnels qui ont déjà été sapeurs-pompiers volontaires. Avant, il y en a qui le sont pendant. On a des sapeurs-pompiers professionnels qui sont également sapeurs-pompiers volontaires, puisque c'est compatible avec tout type de métier, en l'occurrence celui de sapeur-pompier. Et après, alors les chiffres, on les a pas trop, mais on devient avant tout sapeur-pompier professionnel en passant un concours de la fonction publique, un territorial. Donc, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet, mais on sait que dans les effectifs, il y a quand même beaucoup de complémentarité. Bon, en tout cas, on va continuer à mettre en avant les pompiers volontaires aussi grâce à vous, Adrien. Donc revenez nous voir dans quelques instants. On vous prépare un petit stage express. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. Vous avez été pompier professionnel à Trappes, en région parisienne, pendant 5 ans. Ça vous fait quoi de revoir ces images de caserne ? Ça me fait toujours plaisir. Je trouve ça toujours hyper chouette. Je suis comme toujours un enfant, pourtant, pour y avoir vécu pas mal d'années. Enfin, 5 ans en tant que professionnel, avant en tant que volontaire, après en tant que volontaire. Et j'ai toujours le plaisir à regarder des camions comme si c'était la première fois que je les regardais. Et des souvenirs qui remontent ? Ouais, plein. J'aurais pas assez de temps pour les raconter, mais oui. Ouais, énormément de souvenirs, de bons souvenirs, de souvenirs peut-être un petit peu difficiles certaines fois, mais qui m'ont marqué, qui ont fait ce que je suis maintenant. Et donc j'en suis vraiment content. Et vous avez été aussi pompier volontaire à Saint-Malo. Ouais, quand je suis arrivé à Saint-Malo, au début de Josette, il me restait la nuit disponible. Et j'avais peut-être un peu le mal du métier. Et j'ai voulu reprendre un petit peu quelques doses de mon métier d'avant. Et pourquoi vous avez choisi ce métier au départ ?
Parce que en fait, je pense que j'étais un cancre à l'école et le sport était mon exutoire et l'aide aux autres, je pense, c'était aussi un moteur fort. Et du coup, voilà, en rassemblant un peu tout ça, le métier de pompier était naturel. Et puis par toute la richesse que ça permet de voir, de découvrir, de l'instantané. Alors aujourd'hui, vous avez tourné cette page pour une reconversion dans la finance et pour finir, après, vous lancez votre business de chaussettes. C'est quoi la réflexion? Ça a été quoi le cheminement pour passer de 3 mondes extrêmement différents? En tant que pompier, en fait, j'avais un but. Je voulais accéder au groupe de recherche et d'intervention milieu périlleux. Donc toutes les interventions grande hauteur, grande profondeur. Et puis je suis arrivé dans ce groupe. Et puis pour moi, c'était un petit peu le Graal. J'avais accédé au Graal et puis j'avais plus aucun sommet face à moi. Du coup, je me suis dit, mais en fait, j'ai envie encore de projets un peu long terme. Et donc, j'ai mis ma carrière de côté pour reprendre des études en me disant, on ne sait jamais, peut-être que ces études vont m'ouvrir à autre chose. Et puis, si ça ne m'ouvre pas, je reviendrai chez les pompiers. Parce que j'avais cette possibilité de revenir au bout de quelques années. Et finalement, c'est Josette qui est arrivée. Et finalement, je me suis laissé embarquer dans un monde des affaires qui pourrait paraître un peu terne. Et en fait, le champ des possibles est incroyable et on s'amuse bien. Alors, on va regarder cette archive à présent de Ouest France. C'était le 4 juin 2013, au tout début de l'aventure. Cette photo, vous vous souvenez un petit peu? Ouais. Je me souviens qu'on avait pris 2-3 prises de cette photo. On se faisait tomber des chaussettes d'en haut. C'est rigolo. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là quand on lance son affaire? Excitation, pression, enfin on se lance dans l'aventure? Ouais, enfin, ça sous-tendrait que j'ai toujours voulu ça, en fait, pas trop. Non, on est pris dans un espèce de jeu qui est assez sympa, où on veut être différent, on veut interpeller, on veut toute la créativité qui était un peu en moi et que j'avais pas de quoi assouvir chez les pompiers. Je pense que je l'ai tout d'un coup sorti. Vous aviez confiance en vous sur cette photo, Adrien Bischoff Je pense que oui, Ouais. pour accepter une photo, surtout peut-être pour l'accepter et puis pour peut-être être à l'initiative d'une photo comme ça, je pense que j'avais confiance en moi dans le sens où peu importe la situation, je voulais qu'elle soit interpellante. Et 10 ans après, c'est le même homme qui est devant nous ce matin? Ouais, avec quelques années de maturité en plus. Alors, est-ce que la dimension internationale de Josette Ethique, c'était une condition sine qua non quand vous avez lancé cette aventure? Non. Je pense que moi, je voyais Josette Ethique comme vraiment un bac à sable de l'entrepreneuriat. Je m'étais dit, je vais 2-3 ans m'entraîner à l'entrepreneuriat, et puis dans 2-3 ans, je ferai une entreprise de grand. Et puis, je me suis laissé prendre au jeu, et puis Josette grandit, et ça me plaît, et je continue d'y trouver beaucoup de plaisir. Alors, comment s'est construit ce partenariat avec les enfants du Mékong? Parce que, pour nous expliquer, une partie des recettes que vous recevez sont à destination d'enfants du Mékong. Exactement. En fait, l'idée, c'était de créer une marque d'un produit quotidien et de prendre une partie de la marge de ce produit qu'on consomme tous les jours pour le donner à une œuvre qui permet à d'autres populations de pouvoir grandir. Et l'idée, c'était de jouer sur la scolarité. Donc, on a fait le tour de pas mal d'ONG. Enfants du Mékong nous paraissait la plus solide et avec la mission la plus belle à nos yeux. Et du coup, parce qu'on s'est dit, on va pouvoir vendre des chaussettes, mais de s'assurer que l'argent va bien à la bonne personne, la plus nécessiteuse, etc., on s'est aperçu que c'était un autre métier. Comment vous avez recueilli un petit peu cette impression quand Adrien Bischoff est venu vous voir? Alors moi, je ne travaillais pas pour Enfants du Mékong à l'époque, mais je tiens à remercier Adrien parce que c'est lui qui me l'a fait découvrir via ma femme. Il a été au Cambodge, je pense qu'il pourra le raconter, et en revenant, il a dit allez-y, c'est une asso qui tient la route, lancez-vous. Donc avec ma femme, on a commencé à parrainer un enfant, et puis on a été sur place aussi, on a fait le même constat que lui, que oui, ça marche, oui, ça tient la route, et oui, aller à l'école, ça change la vie. On l'oublie un peu parfois quand on est en France. Donc nous aussi, on s'est lancé dans l'aventure pleinement. Et aujourd'hui, grâce à Josette Ethique, c'est plusieurs milliers d'enfants qui ont pu recevoir un uniforme, donc uniforme nécessaire en Asie du Sud-Est pour aller à l'école. Et donc oui, concrètement, c'est un peu plus de 4000 enfants qui peuvent aller à l'école grâce à cet uniforme. Vous connaissez bien l'Asie avant de... Non, pas du tout. Non, pas du tout. En fait, on a lancé ce partenariat avec Enfants du Mékong, et après coup, j'ai été 2 fois de suite, et au Cambodge et en Thaïlande, me rendre compte sur place de le travail que faisait l'ONG. Qu'est-ce qui vous a marqué quand vous êtes arrivé sur place?
Je vais enfoncer des portes ouvertes en disant que cette extrême pauvreté est forcément un peu impactante. Ouais. Et en même temps, cette joie de vivre qui est... On ramène ça dans ses valises, on se dit, tiens, on a donné, mais en fait, on a reçu beaucoup plus. Et ils ont quel âge, les enfants qui reçoivent ces uniformes? Ils sont en primaire, ils sont au collège? C'est assez variable en fait. On les scolarise à partir du moment où ils ont besoin d'être scolarisés. Donc ça fonctionne par parrainage. Certains vont être aidés depuis leur plus jeune âge parce qu'ils sont dans des familles qui sont vraiment en grande difficulté financière. Donc on va commencer à les parrainer quand ils auront 3 ou 4 ans. D'autres, à l'inverse, si on prend l'autre extrême de la chaîne, seront peut-être étudiants. Ils vont avoir un souci dans leur famille, le papa qui décède, la maman qui se blesse en travaillant au champ. Du coup, plus de revenus. Et donc les jeunes disent, en fait, je vais devoir arrêter mes études. On leur dit, attends, continue d'étudier, on va te trouver un parrain ou une marraine pour t'aider pendant peut-être les 2-3 années restantes. Et derrière, tu auras un revenu qui permettra de subvenir aux besoins de ta famille. Et ils sont nombreux, les entrepreneurs comme Adrien Bischoff, à vous soutenir ils sont assez rares, en fait. Et donc, c'est très bien que ça puisse se faire. C'est vrai que c'est quelque chose que je ne comprends pas trop. Il y a une heure où tout le monde cherche à donner du sens à son métier, à créer des liens entre le monde de l'entreprise et le monde social. C'est des initiatives qui sont encore assez rares et donc qu'il faut souligner. Défendre une éthique dans le milieu textile quand on sait que les dégâts de cette industrie peuvent faire des ravages sur des milliers de vies en Asie, c'est un pari risqué quand même pour vous, une évidence de se dire il faut qu'on se lance, il faut qu'on montre qu'on est quelque part vertueux malgré tout? Alors, on a réfléchi la chose différemment. On l'a réfléchi dans l'autre sens. En fait, je voulais faire un projet qui aide vraiment. C'était pas pour compenser. Alors, par ailleurs, on se soucie de savoir comment on produit notre coton. Ça, c'était un peu dans le cahier des charges de base. Mais l'idée, c'était vraiment de créer un produit qui aide, en finalité, des populations qui n'ont pas la chance qu'on a. Et d'ailleurs, les ateliers de production se situent aussi au Portugal. Ça, c'est un choix que vous avez fait. Oui, tout à fait. Alors ça a été les premières visites. Ça, par contre, on a été visités avant même de lancer le projet. Et quand j'étais consultant, je n'aurais pas trop dû à l'époque, mais déjà se rendre compte des conditions de production et de s'assurer que tout était selon notre cahier des charges. Alors on sent une fibre humanitaire autour de vous, là. Elle vient d'où, cette source Qu'est-ce qui fait qu'on est touché par les autres, ceux qu'on ne côtoie pas forcément, ceux qui ne vivent pas les mêmes choses que nous? Je crois que c'est une des beautés de la vie, c'est de se dire on est tous ensemble sur ce grand bateau qu'est la Terre. Si on ne crée pas du lien avec les autres qui nous entourent, la vie a peu d'intérêt. Et dans le métier de pompier et dans le métier d'entreprise, parce qu'une entreprise, c'est à elle seule un petit bateau. Et puis dans les interactions avec nos clients, avec nos fournisseurs, finalement, c'est de plus en plus gros bateaux. Et c'est des bateaux qui sont intéressants de naviguer parce qu'on est tous ensemble. Naviguer tout seul. Pour vous, Xavier Guignard? Oui, c'est aussi une histoire de lien et de rencontre. Moi, c'était pas du tout ma passion avant. Et puis d'aller en Asie, en fait, on s'est pris une énorme claque, ma femme et moi. Et on a beau le savoir, on sait qu'il y a des gens qui vivent dans la grande pauvreté, on sait qu'il y a des enfants qui ne vont pas à l'école. Quand vraiment vous les rencontrez et que vous faites le constat qu'a fait Adrien de dire ils sont hyper heureux, ils ont plein de choses à m'apporter et peut-être que moi je peux aussi leur apporter quelque chose, quand on fait cette rencontre, derrière on a envie de se lancer. Et une fois qu'on met le doigt dedans, c'est un bel engrenage et on y va à fond, quoi. En tout cas, ça se sent. Allez, on repart à l'école départementale des sapeurs-pompiers de l'Ermitage où nous retrouvons Evan et le capitaine Gogdé. Oui, Anne Fontaine, notre découverte de la formation des pompiers volontaires continue. Mais avant, j'aimerais qu'on présente ce lieu, parce que quand on est du grand public comme ça et qu'on ne l'a jamais vu, c'est quand même assez impressionnant. Il y en a beaucoup des sites comme celui-ci en France? Alors, il en existe dans quasiment tous les services départementaux d'incendie et de secours, donc à plus ou moins grande échelle. Il y a des petites structures, des grosses structures, des moyennes structures. Donc ici, ce qu'on appelle la maison à feu. Qui représente différents volumes de formation, comme des cuisines, des salles, caves, etc. Et ça nous permet, nous, de nous entraîner sur différents sites. Oui, il y a des balcons, on voit. Il y a des balcons, ouais. D'ailleurs, tout à l'heure, on ira assister à un exercice à l'intérieur. Et là, on voit un exercice, j'imagine, pour apprendre à manier la lance. Voilà, exactement. Donc, on le verra aussi tout à l'heure, à l'intérieur. Là, on s'entraîne à l'extérieur, tout simplement pour appréhender la lance, les différents débits, les différents jets, et puis pour pouvoir justement pénétrer en toute sécurité un volume. C'est comme un tuyau d'arrosage à la maison, on peut changer la force du jet et la... C'est ça, avec un débit totalement différent. Oui, ça a l'air d'être un peu plus compliqué à manier. Quand on devient pompier volontaire, il y a une formation, elle dure combien de temps?
Alors, cette formation, elle dure environ 5 semaines de base, parce qu'évidemment, elle est complétée au fur et à mesure de la carrière. Tous les ans, les sapeurs-pompiers font de la formation continue. Mais initialement, donc, elle commence par différents modules, ce qu'on appelle le tronc commun. Les modules, donc, ce sont l'incendie, bien évidemment. On va apprendre à utiliser tout ce qu'il y a dans un camion d'incendie, ce qu'on appelle un fourgon pompe-tonne. Donc les lances, comme ici, les tuyaux, les déroulés, etc. Mais pas que, puisqu'on a énormément de matériel à l'intérieur. Tout ce qui est lié au secours d'urgence aux personnes, qui représente d'ailleurs la majorité de nos interventions, donc avec les ambulances. D'accord. Voilà, donc toutes les techniques de secourisme, on va dire, avec le matériel. On a également tout ce qui est en lien avec le secours routier, donc ça va être un complément à la formation de secours d'urgence aux personnes. On va utiliser du matériel de désincarcération, par exemple, potentiellement, mais avant cela, parce que tous les centres ne sont pas équipés, c'est surtout appréhender une victime dans un véhicule, peut-être pouvoir l'extraire s'il y a une urgence, etc. etc. C'est hyper complet. Ah, mais c'est très complet. Et puis on a également des modules sauvetage, parce qu'il faut pouvoir se sauver aussi des victimes, et tout ce qui est mise en sécurité, bien évidemment. Est-ce qu'il y a un âge minimum pour devenir volontaire ? Alors, dans les textes de loi, c'est 16 ans minimum. Ici, en Ille-et-Vilaine, il y a un règlement qui a été mis en place qui met 18 ans, qui donne 18 ans en termes d'âge minimum. Il y a des exceptions potentielles à voir après avec les centres d'incendie de secours, mais 18 ans, ça paraît la règle la plus opportune ici. Et une condition physique, peut-être, il faut être sportif ou sportive ? Alors, on fait appel à la population. Ça veut dire que de par ce fait, il n'y a pas un niveau ou une exigence sportive extrême, et bien au contraire. On a envie d'avoir un maximum de gens à pouvoir devenir sapeurs-pompiers volontaires. On va s'assurer d'un minimum. Pour autant, ce minimum, il est assez, comment on va dire, atteignable. C'est pas quelque chose vraiment d'extrême et loin de là. C'est tout l'inverse. On veut vraiment faire en sorte qu'une majorité de gens puissent devenir sapeurs-pompiers par la formation qu'on va donner après. Donc je peux continuer à faire un peu de footing le soir pour m'entraîner. Donc peut-être un jour, je pourrais devenir pompier volontaire. Faire un petit peu de footing, c'est très bien déjà pour la santé. Ça sera très bien en plus pour devenir sapeur-pompier. Bonne nouvelle. Voilà. On va se retrouver dans quelques minutes maintenant, puisque se prépare à l'intérieur de la maison un test. Vous allez voir grandeur nature pour essayer d'extraire une victime. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Evan. On va parler, nous, maintenant d'une association Fratrie que vous avez voulu mettre à l'honneur ce matin. Adrien Bischoff, une association Malouine aussi, là où il est question d'handicap. Oui, alors notre projet, en fait, c'est d'offrir des maisons modernes, bien situées, bien aménagées, pour que des jeunes actifs et des jeunes en situation de handicap mental et cognitif vivent ensemble. Et comment vous imaginez cette coloc ? Eh ben, on l'imagine même plus que ça, et elle va ouvrir, la première maison va ouvrir début d'année prochaine à Nantes, en centre-ville de Nantes, dans une grande maison qui fait plus de 400 mètres carrés. On voit d'ailleurs une petite photo là. Voilà, une jolie maison, dans laquelle il y aura en fait 10 jeunes qui vont habiter. Chacun aura sa chambre et sa salle de bain privative, et tous profiteront de grands espaces communs, vous voyez, d'une piscine extérieure même, d'un jardin, d'une salle télé, d'une salle de sport. Et il y aura donc 5 jeunes avec handicap et 5 jeunes qui n'en ont pas. Et c'est vraiment un lieu complètement partagé, un lieu qui est du coup complètement inclusif et qui est également encadré par un responsable de maison qui habite sur place dans un appartement indépendant et qui lui est responsable de prendre soin des personnes avec handicap. Et vous avez déjà identifié des pensionnaires ? Oui, bien sûr. Alors ça fait maintenant depuis plus de 6 mois qu'on construit le projet avec des jeunes. Vous voyez Axel là en photo. Donc les 5 en situation de handicap mental et cognitif. On passe du temps avec eux pour vraiment comprendre quels sont leurs besoins, quelles sont leurs passions, quelles sont leurs envies pour adapter la maison et aussi adapter l'accompagnement en fonction de chacun. Vous travaillez dans le monde du handicap, c'est pour ça que vous lancez ce type de projet ou parce que vous êtes quand même une association ? Alors, j'ai découvert les personnes avec handicap il y a maintenant 10 ans, en étant parti aussi avec une ONG, alors qui n'était pas au fond du Mékong, et j'ai découvert des personnes en situation de handicap mental là-bas, et ça m'a donné envie d'entreprendre aussi au service de ces personnes-là. J'ai eu la chance aussi de m'investir auprès des Cafés Joyeux, qui ont ouvert un premier café ici à Rennes, et ça m'a donné envie d'aller plus loin ensuite, en essayant de trouver des solutions pour répondre aux besoins de logement de ce public-là. Et qu'est-ce qui vous touche dans ce projet, Adrien Bischoff ? Beaucoup de choses. Déjà d'aller vers l'autre, et l'autre qui peut être dur à comprendre par la difficulté d'avoir le même langage. Et ça m'épate, en fait, ça m'épate qu'ils en fassent leur cœur de métier et qu'ils arrivent à créer un modèle économique autour de ça.
et qu'ils arrivent en plus à faire un truc hyper chouette, moi ça me donne envie d'y vivre dans cette maison. Ouais. Du coup, tout est beau. En Tu fait, peux. c'est joindre l'utile et de rajouter du beau, et du beau visuel et du beau en termes de valeur. Je trouve ça vraiment chouette. Quand vous lui dites qu'il peut y habiter, c'est parce que le concept, il est quand même, ça va plus loin Oui. que de faire vivre des valides et des personnes en En situation de handicap. On veut vraiment répondre aux besoins de ces deux publics, si je peux les appeler comme ça. C'est évidemment les jeunes avec handicap qui ont le souhait de vivre en milieu ordinaire, et aussi les jeunes, en général, qui ont globalement du mal à se loger, qui sont malheureusement de plus en plus isolés. On l'a bien vu pendant ces épisodes de confinement, comme ils ont mal vécu cette période-là, et qui recherchent des solutions de logement flexibles, avec beaucoup de services, adaptés à leurs besoins. Et donc du coup, nous on dit à nos jeunes actifs, venez dans cette maison parce qu'elle est bien située, elle est jolie, on a envie d'habiter là-dedans, et en plus, on va apprendre tous ensemble, réapprendre finalement à vivre avec des personnes différentes. Alors, on a envie de vous demander si tous vos amis sont engagés, que ce soit dans l'humanitaire, dans le monde du handicap. Ah bah c'est une condition pour être... Non, je plaisante. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a quand même une fibre d'amour de l'autre je pense, qui me plaît chez l'autre, et du coup, je me rapproche des gens qui sont un peu comme ça. Et ça vous vient d'où? De votre famille, peut-être? Je ne saurais pas vous dire. Je pense que c'est mes parents qui m'ont éduqué dans l'amour de l'autre, dans le plaisir d'être avec l'autre, et même d'être au service de l'autre. Je pense le métier de pompier, clairement, c'est un métier où on est au service de l'autre. Et je pense qu'entrepreneur, c'est ça aussi. Il y a un point commun aussi entre vous trois, c'est le voyage. Vous avez tous les trois voyagé. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Déjà, votre voyage le plus fou, pour commencer. Mon voyage le plus fou, alors j'en ai deux. Le premier, ce serait peut-être à Trappes, là où j'ai été pompier professionnel. En région Pour moi, parisienne. ouais. C'est quand même un voyage en venant d'Auvergne, là d'où je viens, que j'aurais jamais eu l'imagination de faire. Et puis le deuxième, c'est quand même, je pense que j'ai eu la chance de partir en Californie, où là, les extrêmes se côtoient, entre les parcs naturels et le côté incroyable de Las Vegas, où tous les possibles sont possibles. Voilà, c'est interpellant. Le voyage forme la jeunesse, Xavier Guignard? Ah bah clairement. Ça a été le cas pour vous? C'est le cas pour nous. Moi, c'est ce qui m'a fait découvrir le monde humanitaire. Et puis c'est le cas aussi pour les 60 volontaires qu'Enfants du Mékong envoie chaque année au service des populations, où vraiment ils reviennent transformés, et avec cette volonté de servir. En fait, souvent on nous demande mais pourquoi aider là-bas plutôt qu'ici. Je pense qu'ici on est bien placé pour dire que c'est pas l'un ou l'autre, en fait, c'est l'un et l'autre, les deux sont compatibles. Et la preuve, quand les volontaires rentrent en France, la plupart du temps ils s'engagent dans ce genre de colocation, dans d'autres associations en France. Il y a plein de manières de s'engager, en fait. Le voyage, ça a été aussi fondamental pour vous dans votre parcours? Ouais, je crois que ça a changé ma vie en fait. Je n'imaginais pas, mais en fait, jamais j'aurais pu imaginer il y a 10 ans faire ce que je fais maintenant. Et je crois que ce voyage, en fait, ça a été le déclic. C'est évidemment beaucoup de rencontres, et puis aussi il y a un côté aventure. On fait ça évidemment pour les autres, mais aussi pour soi quand même. C'est quand même. Moi, j'ai vécu avec ma femme pendant 2 ans à Madagascar. C'était une aventure de couple hors du commun. Et le voyage, c'est aussi une histoire de famille chez vous. Est-ce que vous partez régulièrement avec vos enfants? Oui, pardon. C'est-à-dire, est-ce que j'ai dit une bêtise là? J'ai vu la surprise dans vos yeux. Effectivement, on a testé ça en 2019, de partir 6 mois, un premier test, de laisser de continuer à gérer l'entreprise de loin, et de permettre à nos enfants de vivre une expérience autre. Donc on est parti au Portugal, on a fait le test pas trop loin. Et c'est vrai qu'on a parachuté nos enfants qui avaient 3 et 4 ans et demi dans une école 100% portugaise. Et l'expérience a montré que c'était faisable, que c'était même hyper beau, il y avait plein de super choses. Et puis le Covid nous a un peu bloqués dans cette régularité qu'on voulait mettre en place, mais le projet n'est pas complètement enterré. Et vous comptez refaire ça plus tard aussi? Oui, bien sûr. On a le projet à l'été prochain de repartir. Et maintenant, il faut définir où on ira. D'accord. Et si je reviens à votre projet Fratrie, vous allez aussi ouvrir une maison à Rennes prochainement? On a un immeuble qui est identifié. Et puis, du coup, on espère ouvrir là à la fin d'année prochaine. Et ça sera dans l'hypercentre de Rennes. Allez, on part retrouver Evan pour la dernière fois, qui s'est invité ce matin chez les pompiers.
On vous l'avait promis, on est rentré dans cette maison du feu, ce bâtiment qui sert à former les futurs sapeurs-pompiers volontaires. Capitaine, il y a un exercice en préparation, il devrait sortir dans pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe ici? Alors, les sapeurs-pompiers sont en train d'explorer les différents volumes et ils s'attachent à appréhender les différentes techniques pour entrer dans des volumes qui sont potentiellement enfumés et puis surtout utiliser les techniques de lance pour pouvoir se protéger et éteindre les incendies. Oui, parce que mine de rien, monter plusieurs étages avec les gros tuyaux comme ça demande un sacré entraînement. Ça demande de l'entraînement, effectivement, et donc là, qui s'attache uniquement à cela d'ailleurs. Mais là, il y a un stagiaire qui a eu un petit souci, non? Qu'est-ce que vous faites? Alors du coup, c'est un mannequin, effectivement. On simule aussi potentiellement des victimes à l'intérieur des volumes, et la priorité, évidemment, c'est toujours de sauver les gens. Donc là, ils ont extrait la victime. Donc il faut s'entraîner à pouvoir la ramener en bas au camion, j'imagine. Alors Exactement. parlons bien, parlons peu. Si on veut devenir pompier volontaire, on va forcément avoir des astreintes. Comment est-ce que les créneaux sont répartis et sont distribués? Alors, c'est propre à chaque centre d'incendie de secours. Le fonctionnement, on va dire, le plus partagé, le plus commun, c'est de l'astreinte à la semaine, c'est-à-dire que du vendredi soir ou du vendredi et jusqu'au vendredi soir de la semaine suivante, eh bien, les sapeurs-pompiers vont être astreints à rester dans un périmètre compatible avec l'intervention. Donc en gros, ils ont un bip, ils sont bipés, il faut qu'ils soient environ en 5 minutes, au plus court en tout cas, au centre de secours pour pouvoir partir en intervention. C'est un régime partagé par la majorité des centres d'incendie de secours, dans le département d'Ille-et-Vilaine en tout cas. Mais après, il y a des subtilités, ça peut être 24 heures, ça peut être 48 heures, et ça peut être du lundi au lundi. Voilà, il y a Donc c'est plusieurs compatible régimes. avec sa vie perso et ses engagements. Le principe est que ça doit rester compatible pour justement qu'on puisse capter un maximum de sapeurs-pompiers volontaires. Évidemment, il y a des contraintes quand même à l'engagement. C'est la disponibilité et c'est le régime de travail peut-être aussi. Si on est salarié, justement, est-ce qu'on peut se libérer? Alors, ça dépend de plusieurs paramètres. Le premier paramètre, c'est la distance justement avec la caserne. Si on habite trop loin de la caserne, on ne pourra pas rejoindre dans les temps suffisamment courts, donc ça ne sera pas compatible. Et puis évidemment, il y a la compatibilité avec le travail. Et en l'occurrence, je vous prends un exemple, si vous travaillez à la chaîne, vous n'allez pas quitter la chaîne pour partir en intervention. Et donc là, il y aura évidemment des incompatibilités. Au reste, c'est une négociation qui peut se faire avec l'employeur. Il y a des conventions qui sont possibles également. Et est-ce qu'on va toucher un salaire, une rémunération pour ça? Alors les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas salariés, ils sont indemnisés au service rendu, en l'occurrence à la collectivité, avec une vacation de base qui est environ à 8 € pour la base. Et donc si on part 2 heures en intervention, on a 2 vacations. Ça défraie le trajet, quoi. Ça De toute défraie le façon, trajet, on le c'est fait tout pas pour l'objet. ça. On ne fait pas ça pour ça et c'est tout l'objet, c'est de l'indemnisation. En un mot, pourquoi faut-il s'engager dès demain et devenir pompier volontaire? Alors ce sera un tout petit peu plus qu'un mot, c'est une vraie nécessité de service public et de sécurité civile. Bon, bah en tout cas, ça donne envie. Merci d'avoir partagé votre quotidien avec nous. Anne Fantet, je pourrais moi aussi me former comme ça. Si un jour tu es en détresse, tu pourras m'appeler. Compte sur moi. Ou pas. Pour cette tête. Allez, à demain, Evan. Si vous deviez, vous aussi, à nos téléspectateurs qui nous regardent, les inciter à s'engager auprès des pompiers volontaires, vous leur diriez quoi? Alors, je mettrais juste un petit bémol par rapport à ce qu'a dit le capitaine, c'est que j'orienterais tous ceux qui sont vraiment attirés par le métier d'y aller parce que c'est vraiment super. Ceux qui se disent c'est pas fait pour moi, je pense que ne pas y aller, c'est une preuve de sagesse. Ok, si on revient à nos petites chaussettes Josette, elles sont franchement rigolotes hein, quand on les voit. Il y a du design, de la créativité, de la couleur, hein, comme je le disais tout à l'heure. Où est-ce que vous allez chercher l'inspiration? Partout. Partout, vraiment. Alors, c'est plus moi qui les dessine, je les ai D'accord. dessinés pendant un petit moment. Après, ça a été Elsa, maintenant c'est Julie. Et du coup, partout, là où l'idée naît, dans les expos d'art moderne, dans les musées, dans le quotidien, dans les magazines, dans les couleurs, dans un paysage, dans plein de choses. Et d'ailleurs, vous proposez aussi aux internautes de participer à inventer des motifs. Oui, tout à fait. Il y a un atelier sur le site de Josette Ethique où chacun est invité à créer le design de son choix. Et au bout de 6 mois, toute la communauté vote pendant ces 6 mois. Et le modèle qui a été le plus voté est effectivement produit. Et vous avez eu de belles surprises? Alors, notre atelier est très limité, donc le champ des possibles est encore assez limité. Ouais. Mais on travaille à un atelier qui nourrisse plus la créativité et qui permette d'aller plus loin. Et vous avez aussi un fan club très actif sur les réseaux sociaux. Les Josettes, elles voyagent elles aussi. Ouais, à les l'image de voyages. vous trois. Ouais, les Josettes voyagent avec le hashtag Moi en Josette. Ouais. On retrouve les Josettes partout dans le monde. Et Et là, d'ailleurs, c'est en Chine. Là, on Là, voit la c'est- petite photo. on a des beaux clichés là-dedans, au Mexique.
On est devant le Machu Picchu, devant la Statue de la Liberté. Ça, c'est à Saint-Malo. Alors, combien d'élevages il existe? Parce qu'on parle d'éleveurs, d'élevage. Actuellement, il existe 6 élevages de Josette. Et on travaille à ouvrir d'autres élevages dans d'autres villes de France et à l'international. Voilà. Et des éleveurs? Et des éleveurs, on est entre 15 et 20. Ouais. Selon les saisons, il y a des pics d'activité. À peu près. Et puis l'entreprise grossit, l'équipe grossit avec. Est-ce qu'il faut avoir un petit côté un peu décalé comme vous pour être un éleveur Ouais, on aime bien des gens un petit peu décalés, des gens un petit peu, en tout cas, atypiques ou singuliers. Ouais. Alors, il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé depuis le début, parce que cette aventure, vous l'écrivez à deux, avec Elsa, votre femme, celle qui vous a fait rencontrer Saint-Malo, c'est avec elle que vous travaillez au quotidien. Quelle place elle joue dans votre vie? Tout. Non, mais une grande place. Je me souviens, et c'est peut-être incroyable, c'est peut-être grâce à elle que Josette existe, c'est que moi j'avais l'envie d'entreprendre et quand je lui ai dit, tiens, j'ai réfléchi à ça, qu'est-ce que t'en penses? Elle m'a dit, ok, allez, allons-y. Ouais. Je me suis dit, mais c'est pas la réponse rationnelle qu'il faudrait que tu aies. Il faudrait que tu me dises, mais non, t'as réfléchi, etc. Et non, pour elle, c'était la feuille blanche de, ok, vas-y. Donc je lui dois toute cette aventure. Vous la connaissez un peu tous les deux? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'elle apporte? Comment il marche ce binôme en extérieur? D'extérieur. D'extérieur, vous avez l'air super complémentaires. Ouais. Super complémentaires. Adrien, je trouve que c'est plutôt quelqu'un d'assez posé, certainement d'assez réfléchi aussi. Aussi évidemment un artiste et puis Elsa, elle a plutôt un bagage justement dans le droit, qui est juriste, donc je pense qu'elle amène un peu peut-être le cadre. Moi j'aurais dit foufou plutôt que posé. Ça marche bien leur binôme. Oui, c'est ça, tout à fait. Et puis on peut souligner aussi que c'est quand même une belle aventure de se lancer dans un business en couple. C'est quand même osé, et notamment financièrement, mais aussi humainement, donc bravo d'avoir réussi ça. Et on se demande aussi comment ça marche, parce que vendre des chaussettes, on n'achète pas des chaussettes tous les jours. Enfin, moi, en tout cas, j'en achète 2-3 paires dans l'année et je tourne avec. Comment on fait pour que ça marche? Alors, j'ai un jeu de mots qui me vient comme ça. Pour que ça marche, des chaussettes, elles marchent toute la journée. Après, comment justement, on crée tout un univers pour... à partir du moment où le plaisir, nous, on l'a, et en fait, je pense qu'on le communique. Et les gens, potentiellement, nos clients Josette, ils ne reviennent pas tant pour les chaussettes que pour l'univers, que tiens, quel est le thème de ce mois-ci? Ah tiens, sympa, on a une petite gazette qui s'appelle Le Panard déchaîné, et qu'on sort à chaque thème, et on raconte un petit peu des petites bêtises qui nous font rire, et qui font rire un peu la communauté, qu'Alexandra a écrit, et super bien. Et vous assumez aussi le côté chaussettes haut de gamme? Ouais, en tout cas, c'est ce qu'on a créé au départ. On voulait justement que nos Josettes aident, mais on voulait pas qu'il y ait de sujet sur la qualité. On voulait que ce soit vraiment des chaussettes top. Et elles sont top. Elles sont top. 6 boutiques ouvertes en 10 ans. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Des milliers d'élevages Josette? Ouais, vraiment, à la condition que les éleveurs qu'on puisse grandir, que l'entreprise puisse grandir en respectant les éleveurs, nos clients, nos fournisseurs, et que l'entreprise soit belle sans laisser de monde sur le côté de la route. Et justement aussi, cette question du recyclage qui vous intéresse beaucoup. Comment vous comptez entreprendre ce champ-là? Oui, on va lancer dans les semaines à venir. C'est déjà le cas à l'élevage de Josette de Rennes, rue de Toulouse. Il y a une borne de recyclage. On invite tous les gens à ramener leur vieille paire de chaussettes, quelle que soit la marque. Ouais. Et en fait, on va avoir 3 axes. Celles qui sont réutilisables, les donner à des personnes qui en ont besoin. Celles qui sont plus réutilisables, les broyer et en faire du fil pour recréer des chaussettes un peu plus épaisses, parce que le fil qui ressort est un peu plus épais. Et puis en faire aussi des briques de parement pour l'intérieur, avec de la chair de Josette compostée et compactée pour faire des... chaussettes, c'est incroyable. Et j'imagine qu'en tant qu'entrepreneur, vous avez aussi encore d'autres idées de projets. Est-ce qu'on peut en savoir plus, ou c'est encore des choses qui restent secrètes? Non, j'aime bien discuter de tout. Alors, j'ai plein de projets dans la tête, beaucoup trop, pour arriver à me rendre un peu focus. Il y a un projet qui va voir le jour à Noël, là, qui va s'appeler Très Tartine, et ça va être des produits tartinables en tube.
J'en dis pas plus. Alors, attends, recommencer. J'ai Ça pas va être entendu. des produits tartinables Oui. en tube aluminium recyclé. C'est-à-dire qu'on change le contenant. On va plus avoir un pot de confiture ou de caramel au beurre salé en verre. On va avoir un tube où on va pouvoir tartiner de façon beaucoup plus sympa. Il y a plein d'autres aspects super à ce produit conditionné en tube. On suivra en tout cas tout ça. Merci Avec plaisir. beaucoup Adrien Bischoff. Merci à tous les deux aussi pour votre engagement. Merci à vous qui êtes fidèles chaque matin devant votre poste. À demain. C'est l'heure de la petite photo traditionnelle puisque vous intégrez officiellement la famille Vous êtes formidable. Bien vous, Adrien Merci. Bischoff. Je vais vous prendre une petite photo, ça rigole pas. Hein. Alors, c'est parti. C'est parti. I never seen anybody do the things you do before. They